Adéquancy présente. Pour être honnête, je pense que j'avais un peu sous-estimé aussi les difficultés qui m'attendaient. C'est qu'a posteriori que je me suis rendu compte du chemin parcouru, puisque je suis vraiment partie de zéro. J'étais toute seule, donc notamment à Toronto quand j'ai ouvert les bureaux. On opère déjà dans 40 pays, puisqu'en fait on est une plateforme dématérialisée. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup mis l'accent, de pouvoir créer une culture d'entreprise, qui est peut-être pas forcément la même que celle qui avait été véhiculée au départ, mais pour autant de créer une culture forte autour de valeurs extrêmement fortes et de le partager très régulièrement avec tous. J'aime beaucoup aussi faire avec mes équipes et donc je veux plutôt un leadership par l'exemple. C'est la clé aujourd'hui de la réussite, elle est vraiment là. Face à Face Décideur, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adéquancy, spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adéquancy. Bonjour et bienvenue sur la première de l'émission Face à Face Décideur, une émission de la chaîne des Afters de la Transformation, partagé auprès de plus de 60 000 dirigeants d'entreprise, un podcast créé et imaginé par Adéquancy, société digitale spécialisée dans le management de transition. Fort de 9 000 profils inscrits sur sa plateforme en ligne, Adéquancy facilite l'accès à des managers de transition partout en France. Une interview aujourd'hui inspirante, impactante et immersive. Constance Névoret, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir effectivement de t'accueillir pour ce premier numéro et tu es la directrice générale de Little Big Connection. Absolument. Donc dans cette interview, on va revenir sur les éléments de ton parcours, échanger sur la transformation de Little Big Connection, partager avec nos auditeurs ta vision du future of work et également aborder les engagements portés par la société et le groupe au niveau RSE et développement durable. Plongeons tout de suite dans la vie d'un décideur ou plutôt d'une décideuse. Donc c'est une vraie intrapreneuse à succès que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Jeune trentenaire, maman de 2 enfants, tu es diplômée de l'ESCP Europe en 2013. Et après avoir participé au lancement de quelques startups, tu traverses la Manche en 2013 justement pour rejoindre Amaris à Londres, un groupe de conseil spécialisé dans les technologies pour gérer la branche conseil en économie de la santé. Et quelques mois plus tard, c'est l'Atlantique que tu traverses pour créer le bureau d'Amaris à Montréal, suivi de Toronto et New York, et piloter donc la région Amérique du Nord avec 200 personnes au total. On est en 2014, au moment où on te propose justement le bureau de Montréal. Comment tu vis cette proposition par le CEO du groupe Amaris, aujourd'hui renommé Mantoux, Olivier Brouran? Donc effectivement, à l'époque, quand je suis partie en 2014, j'avais pas forcément d'idée de ce que j'allais faire là-bas, pour être très honnête. Je savais qu'on n'avait pas encore d'activité, qu'il fallait tout lancer. Et j'ai commencé donc à Montréal, sur un marché en économie de la santé, accès au marché, dans le secteur pharmaceutique. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que le marché est essentiellement à Toronto. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de partir à Toronto quelques mois plus tard pour aller ouvrir les bureaux de Toronto. Et donc à l'époque, comment j'ai pris cette proposition? Très honnêtement, j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire. Pour être honnête, je pense que j'avais un peu sous-estimé aussi les difficultés qui m'attendaient. C'est qu'a posteriori que je me suis rendu compte du chemin parcouru. Puisque je suis vraiment partie de zéro. J'étais toute seule, donc notamment à Toronto, quand j'ai ouvert les bureaux. Et il a fallu tout construire. Donc aller chercher les clients, recruter des personnes pour nous rejoindre. À l'époque, sur un marché que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai dû aller convaincre des Ontariens de rejoindre l'aventure dans une entreprise française qui, à l'époque, donc était toute petite au Canada. Et les premiers collaborateurs, c'était quel type de fonction que tu as recruté? C'était sur les fonctions, donc des personnes qui avaient des diplômes en économie de la santé, des pharmaciens, des statisticiens. Et donc eux allaient réaliser des projets pour nos clients dans le secteur pharmaceutique. Et à ce moment-là, tu faisais tout, donc développement commercial, marketing, le back-office, etc. Absolument. Okay. J'allais même acheter les ordinateurs au coin des bureaux pour les personnes qui nous rejoignaient. Très bien, excellent. Et donc tu passes 7 ans en Amérique du Nord, globalement? 8 ans, 8 ans, voilà. Et la direction du groupe Mantoux fait l'acquisition de Little Big Connection en 2015. Et on te propose d'en prendre la direction générale, alors que le groupe est en plein développement. Et là, on est en 2019 ? Effectivement, donc c'était fin 2019, début 2020, que j'ai eu la proposition de reprendre la direction de Little Big Connection. Donc ça s'est fait évidemment donc pas du jour au lendemain. Donc entre 2014 et 2019, il s'est passé pas mal de choses au Canada. Et moi, en fait, mon aventure a été propulsée par le succès du Canada.
puisque en étant arrivée dans les toutes premières, naturellement, j'ai fait grandir les activités, mais j'ai aussi grandi avec. Et donc, c'est comme ça que j'avais déjà eu l'opportunité en Amérique du Nord de pouvoir voir plusieurs phases d'activité, de pouvoir accompagner l'entreprise à se transformer en passant de 0 à 30, puis de 30 à 50, et enfin jusqu'à à peu près 200 personnes. Oui, parce que les 200 personnes, par rapport au groupe à l'époque, c'était quelle proportion représentait l'Amérique du Nord ? Alors, bonne question, je me souviens plus exactement combien on était en 2019, puisque Mantoux a eu une très très forte croissance, comme Little Big Connection. Et donc, j'avoue qu'en 2019, je ne sais plus exactement, mais on s'est lancé quand même plusieurs années après l'Europe, donc je dirais que c'est quand même des tailles difficilement comparables. En tout cas, on était sur des tendances de croissance qui étaient les mêmes que celles qu'on avait eues à l'époque en Europe. Et la situation et le contexte de Little Big Connection, quand on prend la direction générale en 2019, c'est quoi ? Alors, c'est justement un changement, à nouveau un changement d'échelle. On était en train de passer de la phase de start-up à scale-up. On avait, quand j'en ai repris la direction, 70 personnes. Aujourd'hui, on a 300 personnes dans les équipes. On était dans une phase où, jusqu'à présent, il y avait eu beaucoup de décisions qui étaient prises un peu à l'instinct, très peu de gouvernance qui avait été mise en place, très peu de process. Et donc moi, j'arrivais, on avait besoin de quelqu'un pour reprendre la direction et nous faire passer Little Big Connection de la phase de start-up à scale-up, nous aider à nous professionnaliser, mettre en place une vraie gouvernance, une vraie équipe de direction, des process, des outils pour avoir des fondations solides pour la suite. Et la gouvernance, c'est combien de temps pour la structurer ? Alors je dirais que j'ai presque fini, ça fait 2-3 ans que je suis sur le sujet, donc évidemment c'est un sujet qui est en évolution perpétuelle. Je pense qu'on finit jamais vraiment de se questionner et de se transformer, puisqu'en fait aujourd'hui on a une taille qui est encore une taille complètement différente de celle qu'on avait il y a 3 ans, donc c'est encore un sujet qui doit évoluer en permanence. Et aujourd'hui, donc Little Big Connection, quel est le chiffre d'affaires, les effectifs, la présence globale ? On a atteint donc fin 2022 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vise encore une croissance de 50% pour 2023, donc on vise de finir à 450 millions. Et on est parti déjà sur une très très bonne tendance pour ce début d'année. Super. Et on a donc 300 personnes dans nos équipes. Et à nouveau, on vise aussi une croissance d'effectifs à peu près de 50%, donc on devrait finir l'année avec 450 personnes. D'accord. Et ça, partout dans le monde ? Alors oui, effectivement, donc on a des bureaux dans 18 pays. Par contre, on opère déjà dans 40 pays, puisqu'en fait, on est une plateforme dématérialisée. Donc on est capable d'accompagner nos clients partout à l'international. Donc en l'occurrence, on travaille avec eux dans 40 pays, y compris des pays dans lesquels on n'a pas de bureau, comme le Japon ou la Chine. Pour une société qui grossit très vite, souvent les retours des collaborateurs, c'est de dire finalement l'entreprise que j'ai connue il y a un an n'est plus la même aujourd'hui et ne sera sans doute plus la même demain. Comment c'est vécu par les équipes de Little Big Connection ? Absolument, je pense que ça a été probablement moi un de mes vrais enjeux quand je suis arrivée. J'avais beaucoup de personnes qui étaient très attachées à cette culture d'entreprise très familiale et petite. Et moi, j'incarnais un peu la personne qui arrivait en disant on était dans l'hypercroissance et il fallait mettre en place, exactement, il fallait mettre en place une nouvelle organisation. Et donc, ça a été très honnêtement un des enjeux auxquels j'ai pu faire face. Par rapport à ça, je pense qu'un élément qui est absolument clé, c'est de faire en sorte que même si on est extrêmement ambitieux, qu'on va très très vite, qu'on a donc une croissance très forte chaque année, c'est quand même super important. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup mis l'accent, de pouvoir créer une culture d'entreprise, qui est peut-être pas forcément, en tout cas de pouvoir renforcer une culture d'entreprise, qui est peut-être pas forcément la même que celle qui avait été véhiculée au départ, mais pour autant de créer une culture forte autour de valeurs extrêmement fortes et de le partager très régulièrement avec tous. Et justement, c'est quoi les valeurs aujourd'hui de Little Big Connection ? Alors on en a 3 qui sont Trust, Openness et Performance, qui fait TOP, l'acronyme TOP. Trust dans le sens où donc, la confiance, c'est quelque chose qui est absolument clé dans l'entreprise. À la fois la confiance que nous, on va donner à des personnes qui nous rejoignent et qu'on veut faire évoluer chez nous, à qui on va donner les clés pour pouvoir être en réussite sur leur poste. La partie openness, c'est par rapport à notre ouverture internationale et l'envie de travailler avec des cultures différentes, avec des personnes, avec des backgrounds, des profils très différents. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la diversité et au fait d'avoir des personnes dans nos équipes qui vont avoir des idées différentes, qui vont se confronter et qui vont faire à la fin qu'on va tirer un petit peu le meilleur de chacun.
Et puis la dernière, c'est la performance, ou autrement appelée aussi l'ambition. Une ambition très forte, et on ne s'en cache pas. On vise de devenir le leader du Total Workforce Management à horizon 2025 avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et on a un enjeu d'avoir en permanence des équipes qui vont avoir un niveau de performance et qui vont viser l'excellence très fort. Et comment vous véhiculez justement ces valeurs? Parce que c'est souvent la question, c'est Oui. Les créer, etc. C'est une chose, après les incarner en est une autre, et les partager, c'est encore un autre sujet. Alors on a mis en place différents types de rituels au fur et à mesure du temps. Il y en a un qui était déjà présent avant que j'arrive et qu'on a continué et qu'on a même renforcé, dont on a renforcé l'animation, qui s'appelle le Shared Time, qu'on a tous les lundis. On se rencontre 30 minutes tous les lundis et on partage des informations, les informations de l'entreprise, donc à la fois liées, par exemple, comme la vision, la mission. C'est toujours des éléments qui sont, je pense, importants à préciser et à clarifier auprès de tout le monde, d'autant plus qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants, donc pour nous c'est important de les répéter. Et puis dans ces share time, on fait aussi en sorte de pouvoir mettre en lumière des personnes ou des projets qui par leur réussite auraient incarné justement ces valeurs. Donc on a par exemple une chronique qui s'appelle From Scratch, où on met en avant des personnes qui ont eu des attitudes, des comportements d'intrapreneurs au sein de Little Big Connection et qu'on a envie de valoriser et qui deviennent un petit peu des rôles modèles pour d'autres qui arrivent à s'en inspirer. Donc ça, c'est un exemple, le Share Time. Et après, on a mis en place aussi ce qu'on appelle des Virtual Summits où on organise des événements 2 fois dans l'année, donc une fois au mois de décembre et une fois au mois de juin, avec des événements online pendant toute une semaine et qui se terminent aussi par des événements en présentiel dans les bureaux dans lesquels on est. Et on a, au cours de cette semaine-là, 3 types en principe d'événements online qui caractérisent, qui reflètent en fait nos 3 valeurs. Donc on a souvent des interventions aussi externes avec des keynotes de présentateurs externes, et donc ça illustre ces différentes valeurs. D'accord, et tout ça donc pour animer les 300 collaborateurs aujourd'hui de Little Big Exactement. Connection. Donc 150 recrutements prévus sur l'année 2023. C'est quoi les profils dans la société? Alors on a beaucoup de profils tech, donc à la fois des profils engineering qui vont travailler donc, sur le développement de notre plateforme, des profils aussi produits, donc des product managers, des product owners. Et puis, on a également des profils donc plutôt business, plutôt sales, qui vont être en charge du développement de la vente de notre plateforme. Et des profils enfin de customer success ou customer support qui vont accompagner nos clients tout au long de leur expérience utilisateur. Et donc Little Big Connection, aujourd'hui, ce sont 2 offres. Est-ce que Absolument. tu peux nous en parler un petit peu plus, Constance? Absolument. Donc notre mission, en fait, c'est de pouvoir créer un lien direct et transparent entre les grosses entreprises, donc nos clients, et tous leurs partenaires externes, quelle que soit leur taille, afin qu'ils puissent faire équipe plus facilement que jamais. Comment concrètement est-ce que ça se traduit? Donc on a effectivement 2 offres. On est une plateforme SaaS qui permet à nos clients de gérer, de piloter toutes leurs prestations externes, donc sur une seule plateforme. Et on est également une marketplace qui permet à nos clients de se connecter avec des experts, donc une communauté de 400 000 experts. 400 000 experts partout dans le monde, j'imagine? Partout dans le monde, effectivement. D'accord. Et les profils des experts, des 400 000 personnes qui sont inscrites sur la place de marché, c'est quoi? Alors initialement, c'était plutôt en IT et en digital. Et puis progressivement, puisque les métiers, la plupart des métiers se sont aussi tournés vers de plus en plus indépendants dans d'autres types aussi de métiers. Et on a de plus en plus maintenant d'ingénieurs, donc au-delà de l'IT et du digital, des profils aussi en marketing, des profils aussi en développement durable. Donc on commence à avoir une diversification assez forte des métiers présents sur la plateforme. Alors, donc le métier des freelances globalement se développe. Est-ce qu'il y a des développements plus spécifiques sur certaines zones géographiques, ou c'est globalement les 18 pays où il y a les bureaux et les 40 pays dans lesquels vous êtes présents qui se développent de façon homogène? Alors je distinguerais 2 choses. Je dirais qu'en termes de marché, les États-Unis sont évidemment en avance, comme sur beaucoup des tendances du futur du marché, par rapport à l'Europe. On va y revenir, effectivement. Pour autant, de notre côté, on a commencé sur le marché français. Donc le marché qui s'est développé le plus rapidement a été, pour notre part, le marché français. Et Little Big Connection est toujours son siège localisé en France? Son siège est localisé en France, appartenant à une entreprise suisse. Suisse, d'accord. Quelques chiffres également sur l'année 2022 en termes de nombre de missions, sur les durées aussi des missions pour les indépendants qui nous écoutent et qui souhaiteraient rejoindre Little Big Connection. Donc on a eu 60 000 missions sur la plateforme en 2022, avec des missions qui sont en principe des missions de durée moyenne de 13 mois. Donc on a des missions plutôt longues. Ouais.
Et on travaille essentiellement avec des très grands groupes. Donc on travaille aujourd'hui avec 75% du CAC 40 dans le cas de la France. Et dans les autres pays dans lesquels on s'est implanté, on travaille également avec des grands groupes internationaux. D'accord. Et là, justement, la proportion des typologies d'entreprises que vous accompagnez entre les grands groupes, les ETI, les PME ou start-up, c'est quoi globalement ? Alors on travaille historiquement plutôt essentiellement avec des grands groupes pour une bonne raison qui a été en fait plutôt une contrainte au démarrage de nos développements, c'est qu'on est indépendant, donc on appartient à un groupe qui s'appelle Mantou et donc on a été auto-financé. On avait donc la contrainte, contrairement à beaucoup de nos concurrents, de devoir investir sur des actions qui allaient nous aider à avoir un ROI rapide. Donc naturellement, on s'est tourné plutôt vers des actions commerciales et on a tout de suite cherché à aller voir des très gros clients pour les aider à avoir, avec Little Big Connection, un point de contact unique vers une communauté de talents étendue. Donc ce qui a été une contrainte au début, puisque nous, on n'avait pas la possibilité de pouvoir investir énormément en termes de marketing ou en termes de construction de communauté, c'est avéré finalement être un vrai avantage aujourd'hui, puisque ça nous permet de pouvoir maintenant avoir un portefeuille de clients parmi des très gros comptes. Et ce qu'on voit, c'est que le potentiel est assez illimité, puisque les grands comptes, aujourd'hui, donc il y a 57% des entreprises de toute taille qui font appel à des experts externes. Tous les grands comptes font appel à des experts externes, et la proportion au sein même de ces grands comptes augmente. On a une augmentation de 32% post-Covid de l'externalisation des compétences. Et c'est une tendance qui va continuer à accélérer. Ça veut dire qu'au sein même de ces comptes, pour nous, le potentiel, il est déjà énorme. Et comment tu expliques globalement cette demande croissante, plus 32% quand même, chez les clients ? Je vois il y a une double tendance finalement. Il y a d'un côté le fait qu'ils font face à une raréfication et une pénurie des compétences très fortes, notamment sur des métiers d'innovation, sur des métiers qui sont à la pointe de sujets de transformation digitale, par exemple. Et donc, n'étant pas capables de trouver des personnes à recruter pour rejoindre leurs équipes, ils vont se tourner vers des experts externes pour faire face à cette pénurie. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment un changement générationnel. De plus en plus de personnes des nouvelles générations ont envie d'avoir plus de flexibilité, plus d'autonomie, ne veulent pas forcément avoir une carrière classique dans un grand groupe et préfèrent devenir indépendants. Et donc, face à ces mutations sur le marché du travail, les entreprises s'adaptent et font de plus en plus appel à ce que nous on appelle des écosystèmes étendus de talents et se tournent vers des compétences externes. Très clair. Merci beaucoup, Constance. Si on s'appuie maintenant, ou en tout cas si on investigue le business model de Little Big Connection, notamment sur l'activité donc, de marketplace, comment ça fonctionne ? Je suis client, je veux avoir accès à un indépendant. Comment est-ce que lui est rémunéré ? Qui est-ce que je paye finalement ? L'indépendant, Little Big Connection ? Alors, on a un modèle qui est très simple et très transparent. Le client en fait va faire appel à Little Big Connection, va se connecter sur la plateforme, va poster son appel d'offres. L'accès est gratuit pour le client. L'accès est gratuit, absolument. Et ensuite, une fois qu'il aura posté son appel d'offres, il va mettre le taux journalier qu'il a en tête. De l'autre côté, les prestataires vont pouvoir répondre à des appels d'offres en voyant à la fois donc, ce que le client est prêt à payer et puis donc, le taux que Little Big Connection va prendre. Et ensuite, eux vont répondre avec leur propre taux. Et ça va permettre... donc, on va faire la mise en relation avec le client. Le client va choisir le prestataire avec qui il veut travailler. Et ensuite, la relation va se faire via Little Big Connection. C'est-à-dire que nous, on a un intermédiaire entre le client et les prestataires. Et c'est nous qui allons donc centraliser la relation. L'avantage pour le client, donc là, ça lui évite. Il y a quelqu'un, enfin en tout cas un interlocuteur de chez Little Big Connection qui va contacter le client et l'indépendant pour les mettre en relation. Alors pas forcément, parce que donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon digitalisée. Après, nos clients aiment encore bien avoir un accompagnement humain et oui. C'est quelque chose qu'on comprend, donc c'est quelque chose qu'on amène en plus. Mais la relation peut se faire uniquement via la plateforme. Et ensuite, donc nous on intervient vraiment comme étant un point de contact unique. Et vis-à-vis du client, et ça lui évite en fait de devoir contractualiser avec des milliers parfois de freelance. Donc on va être un point de contact contractuel également entre le client et les différents prestataires. Et dans les personnes qui répondent à un appel d'offres d'un client, ça peut être les indépendants eux-mêmes ou des intermédiaires type cabinet de conseil ou Absolument. ESN pour le coup.
Absolument. On a les deux types de catégories, puisque nous, notre vision des choses, c'est de se dire que le marché demain ne va pas être uniquement fait d'indépendants, qu'au contraire, on a aussi besoin de sociétés de conseil qui vont pouvoir amener une solution parfois clé en main, et que les clients auront besoin des deux typologies d'accompagnement et de partenaires. Donc à la fois freelance, mais aussi des petites sociétés de conseil. Maintenant, si on aborde le sujet de la plateforme Rise, donc qui est la plateforme SaaS qu'a développé Little Big Connection, globalement, à qui elle s'adresse, comment elle fonctionne également ? Donc elle s'adresse essentiellement à nouveau à des clients grands comptes. Elle est venue remplacer au départ un outil très souvent utilisé dans beaucoup d'entreprises qui était très simple, qui était Excel, et qui leur permettait de gérer... Fonctionne toujours très bien Excel. Et qui fonctionne toujours très bien, mais pas forcément pour ça en tout cas. En tout cas, c'est pas forcément le meilleur outil pour ça. Et donc, la plupart du temps, donc il y a une dizaine d'années, les clients n'avaient absolument pas de solution pour gérer leurs prestations externes. Et donc, notre plateforme Rise leur permet aujourd'hui de pouvoir centraliser, de pouvoir piloter toutes leurs prestations externes dans un seul logiciel. Depuis l'émission d'un appel d'offres qu'ils vont envoyer donc à tous leurs prestataires référencés, en passant par la contractualisation et jusqu'au paiement de leurs fournisseurs. Et puis, ça leur permet également d'avoir énormément d'informations pour piloter, d'avoir des dashboards de reporting qui leur permettent de pouvoir mieux gérer leurs prestations externes. Et gérer également, donc j'imagine, l'outil à leurs outils de gestion, de comptabilité. Absolument. Effectivement, on a très souvent des interfaçages avec leurs autres logiciels, et donc ça leur permet d'avoir une solution complètement intégrée à leur système d'information. On parle, ou en tout cas on a commencé à parler de la fonction de CFO, de Chief Freelance Officer dans les organisations. Est-ce que ce sont des interlocuteurs que vous avez aussi croisés ou rencontrés, peut-être pas forcément en France ou en Europe, mais par exemple aux États-Unis ? Alors oui, un peu, effectivement. Moi, je crois plutôt à une autre tendance qui est de dire en fait que plutôt que de créer en fait une nouvelle catégorie, les Chief Freelance Officers, l'impératif est plutôt d'arriver à réaliser le fait que les freelances et les externes prennent une place de plus en plus importante dans l'entreprise, et que finalement, les gérer à part, c'est un peu se priver d'une bonne partie des compétences. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aux États-Unis depuis quelques années, c'est plutôt d'arriver à lier les freelances et les externes à la fonction cœur de la gestion des compétences de l'entreprise, qui est la fonction RH. Donc c'est plutôt ce qu'on voit aujourd'hui. Alors les CFO, Chief Freelance Officers, sont souvent rattachés au DRH aujourd'hui. Et si c'est dans ce sens-là, je pense que c'est effectivement une bonne chose. Par contre, si c'est une fonction qui est externalisée et qui reste un peu en dehors de la gestion des talents, alors je pense que c'est un peu une fuite en avant. Quand on parle des deux offres aujourd'hui de Little Big Connection, quelle est l'activité finalement qui se démarque le plus, et selon toi, quelle est celle qui est plus le porteur, enfin en tout cas porteuse d'avenir ? Alors les deux sont assez complémentaires chez nous. Pour plusieurs raisons, c'est que souvent les entreprises qui ont un enjeu de gestion et de pilotage de leurs prestations externes peuvent être amenées aussi à avoir besoin d'une communauté élargie, et donc ce que la marketplace leur permet. Aujourd'hui, finalement, de façon très transparente, la partie Rise, donc notre vendor management system, pour le coup, on est dans un marché qui est beaucoup moins éclaté que les marketplaces. Les marketplaces, il y en a finalement qui se créent absolument tous les jours. Donc on a une valeur ajoutée qui est vraiment très très forte vis-à-vis des clients. C'est extrêmement difficile de monter, de développer en fait un vendor management system. On voit notre avantage concurrentiel sur le marché. Donc c'est un marché qui en volume, en valeur absolue, est plus petit, mais qui par contre, sur lequel on peut aller chercher en fait une part de marché qui est très importante par rapport à notre marketplace, où pour le coup le marché est extrêmement large, mais on a beaucoup plus de concurrence également. Donc c'est deux marchés très différents sur lesquels on a des positionnements assez différents, mais sur lesquels on est aussi assez complémentaires. Et vous avez des clients qui utilisent les deux, qui vont avoir finalement Rise déployé chez eux, et des accès aussi à Little Big Connection pour recruter leur Absolument. freelance, ouais. Absolument. Alors nous, chez nous, par contre, on cloisonne. On a des activités et des équipes de vente qui sont différentes pour l'une et pour l'autre, de façon à faire en sorte que les marchés ne soient pas biaisés. Mais oui, absolument, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui utilisent les deux. Tu disais, Constance, donc un marché côté marketplace de plus en plus concurrentiel. On le voit, des acteurs français, européens, même américains se sont développés, ont levé énormément d'argent. Est-ce que c'est un marché pour toi qui va continuer à s'atomiser ? Est-ce que c'est un marché qui va au contraire plutôt se concentrer ? Et puis quelle va être la place finalement de Little Big Connection dans cet univers ?
Alors effectivement, on voit encore des marketplaces qui se lancent vraiment très fréquemment. Et pour autant, je pense que la durée de vie d'une marketplace n'a jamais été aussi courte. On en a vu beaucoup qui se sont lancés et qui n'ont pas forcément réussi à avoir la taille critique nécessaire pour être en position de gagner des marchés. Il y a un sujet de rentabilité pour une marketplace. Absolument. Ce sont des coûts de développement et de commercialisation qui sont assez importants. Il y a un sujet de rentabilité, il y a aussi un sujet, en fait, on le voit chez nos clients, ils ont envie d'avoir des garanties, ils ont envie de s'assurer que quand ils s'engagent 3 ans avec une marketplace, dans 3 ans, elle sera encore sur le marché. Et c'est quelque chose qu'ils regardent, l'assise, la solidité financière. Donc aujourd'hui, on en voit beaucoup qui naissent tous les jours, mais il y en a aussi beaucoup qui meurent en parallèle, par des effets d'acquisition ou simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre effectivement un stade de développement critique. Néanmoins, ce que je vois sur le marché, c'est le fait qu'il va y avoir de plus en plus de marketplaces spécialisés. Et nous, on n'a pas forcément vocation à devenir des spécialistes dans tous les métiers possibles du consulting ou du freelancing. Donc notre ambition à terme, ça sera plutôt d'être un acteur unique pour nos clients pour rassembler différentes marketplaces. Et finalement leur permettre d'avoir accès via Little Big Connection à des projets chez des gros clients avec lesquels ils n'auraient pas forcément des référencements. Je crois aussi à ça, c'est-à-dire à ce mouvement, et d'ailleurs Adéquancy étant une plateforme mettant en relation des managers de transition avec des clients, c'est un peu l'analyse aussi que j'en avais faite. C'est un marché qui va se segmenter, se spécialiser, et on l'a vu depuis presque 10 ans. Les premiers acteurs finalement de la plateformisation ont été Uber, Deliveroo sur des populations de chauffeurs, livreurs. Ensuite, des acteurs comme Little Big Connection sont apparus pour les profils de freelance, IT, web, marketing, etc. Je crois que c'était Comatch également en Allemagne qui s'était lancé sur le marché du conseil, et puis le management de transition effectivement avec Adéquancy aujourd'hui. Donc je crois effectivement à cette tendance, et ce qui permettra effectivement d'avoir une meilleure clarté et lisibilité de la typologie de candidats que peuvent recruter les clients pour le coup pour leur mission. Donc très, très intéressant, et je partage totalement cette analyse. Et côté investissement, donc pour Little Big Connection, parce que 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 offres qui sont très très bien lancées aujourd'hui sur le marché, l'extension internationale. C'était quoi les investissements majeurs qui ont été entrepris ces dernières années ? Alors les investissements majeurs, les premiers investissements qu'on a faits, ça a été sur notre produit, puisque notre objectif c'était d'avoir une plateforme dès le départ et un produit qui soit extrêmement compétitif, concurrentiel. Donc notamment sur l'offre Rise, on avait des gros investissements à faire en termes de R&D, mais aussi sur notre offre, donc Connect, sur notre marketplace, puisqu'en fait un des enjeux sur la marketplace pour être vraiment performant et efficace, c'est d'être capable de digitaliser, d'automatiser l'ensemble de la relation, de la mise en relation entre le client et les prestataires. Donc c'est ce sur quoi on mise beaucoup aujourd'hui en termes de développement de produits, et notamment avec des algorithmes de machine learning qui nous permettent de pouvoir identifier grâce donc à l'intelligence artificielle, des liens directs entre d'un côté des appels d'offres qui sont émis par nos clients et de l'autre côté notre communauté. Et donc c'est ce sur quoi on travaille beaucoup aujourd'hui en termes de développement, en termes d'investissement. Donc on investit toujours beaucoup sur notre produit, puis après on a beaucoup investi pendant longtemps sur nos équipes, le développement de nos équipes commerciales, et petit à petit, avec la taille de l'entreprise qui a bien grandi, maintenant on peut se permettre aussi d'investir dans le marketing, dans la construction de nos communautés, etc. Vous avez développé votre propre intelligence artificielle avec des équipes de data scientists, etc. Au début, on travaillait effectivement avec des experts externes. Et puis, c'est quelque chose qu'on a internalisé depuis quelques années. Donc là, on a créé une squad dédiée en interne pour justement travailler sur ces sujets-là. C'est la clé aujourd'hui de la réussite, elle est vraiment là. Et la data aussi, j'imagine. Absolument, la data aussi, puisqu'on a énormément de data via notre logiciel. Donc c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en avant dans des études de marché. On en donne l'accès évidemment à nos clients via des reportings dédiés pour chacun de nos clients. Et également pour, j'imagine aussi, les référentiels, je dirais, de marché qui est le vôtre, de pouvoir effectivement le cultiver, le développer et le nourrir au travers des nouveaux indépendants qui s'inscrivent chez vous et des clients qui partagent aussi les informations. Les enjeux pour Little Big Connection sur les prochaines années, ou déjà peut-être pour l'année 2023, c'est quoi ? Alors les enjeux pour 2023, c'est de continuer notre développement international. C'est vraiment un axe extrêmement fort de notre stratégie. Notre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on est très présent en France, on est très présent
On est présent dans 18 pays. On veut continuer à aller ouvrir des nouveaux bureaux. Et au-delà de ça, on veut aussi pouvoir continuer à accompagner nos clients à trouver les bonnes compétences, peu importe la localisation. Donc on a créé une offre l'année dernière qui s'appelle Global Connect et qui permet à nos clients de rentrer en relation avec des prestataires qui sont basés dans d'autres pays pour aller chercher la meilleure compétence, peu importe finalement la localisation. Donc l'international est vraiment un des axes très très forts de notre développement sur 2023. Également sur 2023, nos enjeux, c'est de continuer la digitalisation et l'automatisation de toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour faire en sorte que nos équipes puissent évoluer, se concentrer uniquement sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Et enfin, on a commencé à engager une transition, un virage assez fort sur les sujets d'impact l'année dernière. Et donc, sur 2023, on continue l'accélération dans cette voie-là. C'est dans l'air du temps et en même temps, j'imagine que c'est aussi un format qui permet d'être attractif pour les collaborateurs, de fidéliser aussi les collaborateurs que vous avez au sein de l'organisation. On parle aussi de plus en plus de matching sur le domaine du recrutement des indépendants. C'est quelque chose dans lequel tu crois pour le coup, parce que là l'idée c'est de mettre effectivement une interface plutôt non humaine entre un recrutement et un recruteur et des candidats. Comment tu perçois cette évolution ? C'est ce sur quoi on travaille depuis quelques années. Donc, on a développé donc, des algorithmes de machine learning et donc des algorithmes de matching qui nous permettent de pouvoir, pour l'instant, pour l'interne, récupérer en fait les informations des appels d'offres de nos clients pour les matcher avec des profils dans notre communauté. Et donc nous, pour l'instant, ça nous permet, on l'utilise pour nous en interne pour l'instant, on ne l'a pas encore déployé pour nos clients, mais notre objectif à terme, ça serait de faire en sorte que nos clients puissent avoir directement via nos algorithmes accès à des profils qui matchent leurs appels d'offres et qui passent même pas forcément par l'intervention de quelqu'un chez Little Big Connection. Donc c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille, et plus on aura en fait une communauté élargie, et plus ça nous permettra d'être performants et efficaces pour trouver le bon expert au bon moment, au bon endroit, ce qui est quelque chose qui, au vu de la multiplication des profils de freelance, commence à être de plus en plus difficile. Donc pour moi, c'est effectivement la clé de la réussite. Absolument. Alors après, il y a un sujet quand même sur le matching, ce sont les soft skills, c'est-à-dire les compétences liées à la personnalité des candidats. Comment est-ce que vous intégrez cette difficulté, si je peux parler ainsi ? Effectivement, donc pour l'instant, c'est quelque chose que nous, on évalue de façon humaine via des entretiens directement, et quelque chose qui est absolument critique dans l'évolution dans l'entreprise et la capacité à travailler avec les collaborateurs dans l'entreprise. Moi, je suis assez... alors là, c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas encore aujourd'hui, mais je suis quand même assez persuadée que petit à petit, on va arriver... Alors, il y en existe déjà, des tests, ils valent ce qu'ils valent, mais on va arriver à trouver aussi des solutions qui vont nous permettre, de façon un peu plus facile, un peu plus automatisée, digitalisée, d'identifier la partie soft skills des candidats. Un vrai défi, je pense, pour toutes les plateformes qui veulent développer cette fonctionnalité de matching. Alors, Little Big Connection, on l'a retenu, une croissance forte, une croissance à venir également, ou 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Est-ce qu'il y aura des croissances externes, des opérations de build-up pour la société ? C'est quelque chose qu'on regarde, effectivement. On a plusieurs axes quand on regarde pour des croissances externes. Donc évidemment, l'aspect international, c'est un axe de développement fort. Donc on est ouvert effectivement à se rapprocher d'autres acteurs à l'international. Mais l'angle produit est également quelque chose qu'on regarde de façon assez importante, puisque notre ambition, c'est donc de devenir le leader du Total Workforce Management. Et donc on regarde aujourd'hui des solutions qui peuvent être complémentaires de la nôtre pour faire en sorte de venir compléter nos forces d'un point de vue plateforme, d'un point de vue produit. Un groupe qui évolue comme celui-ci, enfin qu'une entreprise comme Little Big Connection, nécessite aussi, j'imagine, dans son management des qualités de leadership. Quelles sont celles que toi, spécifiquement, tu incarnes aujourd'hui ? Quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est ça va avec finalement la valeur de confiance dont je parlais tout à l'heure. Je crois beaucoup à la participation, je crois beaucoup à l'ownership partagé avec les équipes. Donc moi, ce que j'essaie d'incarner, c'est le fait de donner à mes équipes un cap, de leur donner une direction et des objectifs, et ensuite, au sein de cette direction et ces objectifs-là, de leur faire confiance
pour aller chercher des façons peut-être différentes de les atteindre, de celles auxquelles moi j'aurais pensé. Et donc voilà, cette dimension d'ownership partagé avec les équipes, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et que j'essaie d'incarner au quotidien. Et puis je pense que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup aussi faire avec mes équipes, et donc j'ai plutôt un leadership par l'exemple qui me permet en fait d'embarquer les équipes dans l'aventure, vers une aventure commune. Et c'est un style de management et de leadership que tu retrouves aussi dans les membres du comité de direction, dans le management intermédiaire de Little Big Connection? Alors je dirais que dans les équipes de direction de Little Big Connection, on est assez différents. Donc c'est aussi une de mes fiertés pour le coup d'être capable d'aller chercher des profils complètement différents. Dans l'ensemble, effectivement, oui, ce sont des valeurs qui sont partagées. Après, on a aussi des personnes avec des profils vraiment très différents les uns des autres, avec des backgrounds, des cultures très différentes. Et c'est ce qui, je pense, aussi nous permet d'aller chercher une certaine forme d'harmonie, avec des personnes qui, au contraire, seront beaucoup plus orientées vers le détail et qui connaîtront un peu plus les opérations en profondeur. C'est le cas, par exemple, de notre CEO, Jean-Rémy Jaconneau, avec lequel je pense qu'on forme un bon binôme parce que, justement, on est très complémentaires. Et d'autres personnes qui sont très tournées plutôt people first, qui vont mettre les équipes, la dimension humaine, l'animation des équipes en avant. Et donc voilà, on a une vraie harmonie, je dirais, et complémentarité au sein du comité de direction. Et comité de direction, aujourd'hui, c'est combien de personnes? Ils sont localisés où? Alors on a 6 personnes dans le comité exécutif. Je suis assez fière du fait qu'on est à parité sur le comité exécutif et comité de direction. Donc 3 femmes, 3 hommes. Exactement, et localisés donc en France et au Canada. Et pour le comité de direction, on est 13 aujourd'hui et localisés aussi en France et au Canada. Indépendance, autonomie ont été globalement, je pense, une des clés de succès de Little Big Connection. Malgré tout, vous appartenez à un groupe, Mantoux. Quel est le support aujourd'hui du groupe par rapport à la société ? Alors, on a du support à plusieurs niveaux. Le premier, je dirais que c'est grâce toutes les infrastructures et la présence internationale de Mantoux. Si demain, on veut ouvrir un bureau avec Little Big Connection à l'autre bout du monde, disons par exemple en Malaisie ou aux Philippines, on est capable de le faire parce qu'on a déjà sur place une connaissance du marché, une infrastructure, des bureaux, et donc tout ça nous permet en fait vraiment de pouvoir accélérer notre expansion internationale, et c'est un vrai atout par rapport à nos concurrents aujourd'hui. Pour moi, c'est l'élément numéro 1, la capacité à pouvoir capitaliser sur le savoir et la compétence qui a été acquise par Mantoux depuis maintenant 15 ans. Et après, donc, il y a énormément d'autres synergies qui peuvent avoir lieu avec Mantoux, notamment au niveau des différentes marques, pour accompagner nos clients sur une transformation à 360 degrés, en commençant par le conseil aux dirigeants d'entreprise avec une practice qui s'appelle Leadership Advocacy, ou encore en les accompagnant sur des sujets plutôt de marketing digital, d'expérience ou de technologie. Quand on reprend la direction d'une entreprise où le fondateur est toujours présent, alors même s'il n'est plus actionnaire majoritaire, j'imagine qu'il y aura des difficultés liées à cette reprise, à ces fonctions qu'on occupe. Comment est-ce que toi, tu as géré justement le fait de prendre la direction d'une entreprise avec un fondateur toujours aux manettes ou en tout cas présent dans l'organisation ? En fait, avant même d'arriver chez Little Big Connection, quand on m'a dit on te propose de reprendre la direction de Little Big Connection et tu vas devenir CEO, premier lieu, je me suis dit bon, alors moi j'avais 30 ans à l'époque, j'étais une femme, je reprends la direction d'une entreprise fondée par un homme et qui a été plus âgé que moi. A priori, je me disais que j'étais pas forcément la plus pertinente pour le poste. Et finalement, la façon dont ça s'est fait, c'est que assez naturellement, dès le départ, on a trouvé des complémentarités fortes. Et en fait, moi, il m'a suffi, en fait, je pense, de quelques actions assez fortes de transformation pour finalement commencer à mettre ma patte sur l'entreprise. Et je pense que je suis quelqu'un qui s'inscrit vraiment dans des actions de durée. J'ai eu quelques quick wins au démarrage, mais surtout, en fait, je pense que c'est plutôt dans la durée que j'ai commencé à vraiment prendre la totalité du poste et la posture qu'elle a avec. L'exemplarité que tu citais tout à l'heure pour justement justifier la légitimité dans le poste. Voilà, que tu appliques pour toi vis-à-vis des équipes, mais également auprès des autres managers. On va maintenant parler de Future of Work.
C'est un thème dont on parle de plus en plus souvent ces dernières années. Quelques chiffres quand même. Les indépendants en France, c'est 12% de la population active, globalement. À peu près le même niveau en Europe, mais plutôt Europe de l'Ouest. Un marché qui est en croissance sur le nombre d'indépendants autour des 10% par an. Et aux États-Unis, c'est 35% d'indépendants, globalement dans les organisations. Et les études montraient qu'il y aura à peu près une proportion de 50% d'indépendants dans les organisations d'ici 2025. Et 75% d'ici 2030. Encore mieux. Pour toi, ta vision justement du Future of Work dans les organisations, c'est quoi ? Il y a plein de façons de voir Future of Work, c'est finalement un mot très très large. Pour moi, ma vision des choses, c'est que aujourd'hui, les entreprises doivent faire face à une vitesse de transformation qui est extrêmement forte, qui n'a jamais été aussi forte qu'actuellement. Et donc, elles ont l'impératif d'être capables de pouvoir s'adapter, d'être agiles face à des nouvelles formes de travail, mais aussi donc à des nouveaux modes de collaboration. Un des gros enjeux de l'entreprise quand on parle aujourd'hui de futur du travail, c'est évidemment lié à des questions d'appétence des nouvelles générations, à la vision que les nouvelles générations ont du monde du travail. Et face à des enjeux, à des envies de flexibilisation, des enjeux d'autonomie qu'ont les nouvelles générations, les entreprises doivent se transformer pour être capables de leur proposer un cadre de travail qui corresponde à leurs aspirations. Et comment expliquer qu'en Europe, et notamment en France, on soit encore sur des niveaux qu'on peut juger faibles par rapport justement au modèle américain ? Alors, je ne sais pas forcément si le modèle américain est toujours celui vers lequel on doit tendre, parce que je pense qu'il a aussi, par certains aspects, ses limites. Ce qui est certain, c'est que finalement, aux États-Unis, on est déjà arrivé dans une deuxième forme, une nouvelle forme en fait de gestion des talents dans l'entreprise. Et en fait, le talent va primer sur le type de contrat. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui aux États-Unis, peu importe finalement si la personne est employée et salariée ou si elle est freelance, ce qui va primer, c'est avant tout la question de la compétence, parce que de toute façon, les personnes, qu'elles soient salariées ou freelance, ont une durée et une moyenne de vie dans l'entreprise qui est extrêmement courte, beaucoup plus courte qu'avant. Donc, l'impératif pour les entreprises, c'est d'être capable d'identifier les bons talents, les bonnes compétences pour réaliser un projet à un instant T, et être capable ensuite de proposer à cette personne-là de faire ensuite un autre projet qui va peut-être lui permettre de pouvoir gagner une nouvelle compétence, de faire de l'upskilling ou du reskilling en fonction des besoins, des enjeux de l'entreprise. Parce que c'est vrai que pour les indépendants, un des freins, ou en tout cas quand je suis salarié et que je souhaite me lancer en indépendant, un des freins qu'on a vu souvent, c'était finalement la couverture. Chômage, c'est-à-dire l'intermission, comment est-ce que je la gère, l'accès à de l'emprunt. On a eu l'occasion d'accueillir sur la chaîne des acteurs de la transformation l'Union des indépendants, en fait, et qui partageait également la même vision. Comment est-ce qu'aujourd'hui, des acteurs comme Little Big Connection peuvent justement aider, accompagner ces indépendants dans le fait d'apporter une certaine sécurité, même si ce n'est pas forcément le modèle, mais qui répond quand même à la fois à des demandes de la part de salariés qui souhaitent passer en indépendant et puis de pouvoir pérenniser finalement cette activité. Alors, ce qu'on a mis en place chez Little Big Connection, c'est justement le fait de pouvoir, en plus du fait de proposer donc, des projets intéressants à ces freelances, de pouvoir les accompagner sur d'autres facettes de leur vie de freelance. Et on a mis en place un kit de partenariat. Donc on a des partenaires référencés, des partenaires privilégiés avec lesquels on met en relation aussi donc, nos freelances pour leur permettre de pouvoir avoir accès à différents services qui vont les accompagner tout au long de leur vie de freelance, depuis le moment où ils vont lancer leur entreprise, jusqu'à la question effectivement de l'emprunt bancaire, ou encore la capacité à pouvoir être accompagnés en termes de portage salarial pour bénéficier des mêmes avantages que ceux des salariés. Donc aujourd'hui, il y a quand même en France finalement plein de possibilités qui existent pour quelqu'un qui voudrait se lancer tout en ayant un peu peur de l'aspect du manque d'accompagnement. Donc il y a toute une panoplie de possibilités qui s'offrent à eux aujourd'hui. On en a parlé de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, une tendance à la plateformisation, notamment dans l'univers des indépendants, des levées de fonds importantes et la rentabilité dans tout ça. C'est un sujet. Alors effectivement, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans le cadre de la French Tech l'année dernière, et pas uniquement d'ailleurs en France, mais aussi à l'international. Beaucoup d'entreprises de la tech qui avaient fait des grosses levées de fonds, qui se sont retrouvées dans un contexte un peu plus difficile, où c'était beaucoup plus difficile de lever des fonds l'année dernière, et qui avaient des gros niveaux de dépenses engagés, et des systèmes et des modes de fonctionnement, des modèles économiques pas du tout rentables.
Nous, face à ça, c'est vrai qu'on a un modèle qui est complètement différent. Nous, on a plutôt eu tendance à commencer très petit et à fonctionner par itération pour aller chercher un modèle de rentabilité assez rapidement. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement pérenne et avec lequel on a la capacité complètement à grandir et continuer à s'internationaliser en continuant avec ce mode de fonctionnement-là. Et j'avoue que personnellement, j'en suis assez fière parce que je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui réussissent à avoir autant de croissance et à aller aussi vite sans avoir recours à des grosses levées de fonds comme c'est le cas pour beaucoup de nos concurrents. Vous le vivez comme une menace potentielle ou l'assise du groupe finalement permet de pouvoir continuer finalement à faire face à cette concurrence qui devient de plus en plus accrue? Pas du tout, aujourd'hui, c'est pas du tout une menace. Au contraire, je pense qu'il y en a beaucoup qui visent justement à avoir un modèle qui soit un peu plus pérenne que celui qu'ils avaient au démarrage. Donc nous, au contraire, c'est un vrai avantage pour nous aujourd'hui. C'est sûr que c'est une autre pression finalement que d'avoir des actionnaires financiers qui investissent dans une structure non rentable et qui misent sur un retour sur investissement dans X années versus une croissance plus stable avec sans doute effectivement moins de pression. Chez Little Big Connection, vous parlez plus stable, je corrige quand même, on a quand même fait des croissances annuelles dans les 6 dernières années de 132% de croissance par an, donc on a eu une vraie hyper-croissance au même titre en fait que d'autres acteurs de la tech en France, voire plus importante. Mais avec une logique plutôt de rentabilité aussi recherchée. C'était ça le point que je voulais aborder. Donc oui, chez Little Big Connection, vous parlez de Total Workforce Management. Tu l'as évoqué 2-3 fois dans cette interview. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le fait de se dire que les frontières qui existent aujourd'hui entre employés internes, donc salariés, et externes vont avoir tendance à s'effacer. Puisque ce qui va primer, c'est la compétence avant tout, et pas finalement le type de contrat. Aujourd'hui, on s'adresse beaucoup à des directions achats quand on va présenter Little Big Connection. Dans la réalité, dans quelques années, notre objectif, c'est de passer... Donc, on est au cœur de la fonction achat, de la fonction SI achat aujourd'hui. Et notre objectif, c'est de passer au cœur du SI RH dans quelques années. Donc, on croit en fait que les entreprises vont avoir besoin d'accompagnement, vont avoir besoin de partenaires pour les aider à gérer le passage vers une gestion totale de leurs talents, peu importe finalement s'ils sont internes ou externes à l'entreprise. Et donc notre ambition, nous, c'est de petit à petit rajouter des briques qui vont nous permettre de pouvoir les accompagner également sur la gestion interne, donc la gestion RH de leurs salariés, et d'avoir une solution unique qui soit une interface et un point d'entrée pour trouver les bons talents, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient externes, et ensuite les aider à évoluer au sein de l'entreprise pour que le matching se fasse entre, d'un côté, les compétences et de l'autre côté, les projets de l'entreprise. Et dans cette mouvance, justement, c'est-à-dire que finalement, la frontière entre salariés et indépendants disparaîtrait quelque part, face à un marché pénurique sur certaines catégories de candidats, donc les entreprises font de plus en plus appel à des indépendants. Est-ce que tu as pu observer un taux d'internalisation, c'est-à-dire le candidat qui intervient en mission, qui est recruté in fine par l'entreprise cliente, augmenter ? On n'a pas vu d'augmentation notable, avant tout parce que je pense que les freelances qui sont freelance aujourd'hui le sont par choix et pas par défaut. Donc très souvent, quand ils font une mission, ils ont envie ensuite de faire une autre mission chez un autre client pour découvrir un autre environnement, pour apprendre des nouvelles choses, et ils n'ont pas forcément envie de rejoindre l'entreprise du client. Et sur un marché de l'emploi donc, qui est finalement en tension, ou en tout cas on peut le voir aussi comme une opportunité, c'est-à-dire un taux de chômage faible est quand même une bonne nouvelle pour notre pays. Le marché de l'emploi favorise aujourd'hui l'essor des freelances par certaines pénuries de candidats. Si demain il y a un retournement de marché, est-ce que tu penses que ça peut être une menace pour l'essor des freelances ? Au contraire, je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu post-Covid, c'est que finalement, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont été amenées à prendre des décisions, parfois finalement qu'elles ont un peu inversées quelques mois après. Mais en tout cas, la première chose qu'elles ont faite, ça a été effectivement d'arrêter avec certains freelances. Par contre, quand elles ont redémarré des projets, quand elles ont redémarré à recommencer à recruter, au contraire, plutôt que de recruter à nouveau des personnes salariées, elles se sont dit qu'elles avaient plutôt intérêt à aller vers des externes qui leur permettaient d'avoir plus de flexibilité au cas où la crise redémarre. Donc, dans l'ensemble, la tendance de fond est là
Et a priori, quel que soit le contexte de crise, quel que soit le contexte économique, je pense qu'elle a plutôt tendance à s'accentuer. Une bonne nouvelle pour la suite, en l'occurrence. Très bonne nouvelle pour nous, cette logique d'évangélisation aussi et de récurrence, j'imagine, chez les clients. Aujourd'hui, si on revient sur le Total Workforce Management, dans le dispositif, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ça prend mieux que d'autres ou des sociétés qui ont une certaine culture chez lesquelles ça prend mieux également ? Alors oui, effectivement, quand on parle de Total Workforce Management aujourd'hui, la plupart du temps, chez nos clients, on a un peu des yeux écarquillés en face de nous. En France, on en parle encore très peu. Par contre, aux États-Unis, au Canada ou en Inde, où on est très présent, effectivement, ils ont déjà, non seulement ils en parlent déjà, mais ils ont aussi déjà des organisations en place qui leur permettent de pouvoir fonctionner de cette façon-là. En termes de marché, je dirais que les marchés anglo-saxons sont déjà dans cette tendance. Et puis après, si on parle des typologies de clients, les gros clients internationaux qui s'intéressent aux différentes tendances qu'il peut y avoir en dehors de la France, s'intéressent aussi à cette logique-là. Donc ça nous est déjà arrivé récemment d'avoir des discussions avec des directions RH des entreprises qui avaient tout plein de réflexions, des groupes de travail autour de ces notions. Tout à l'heure, quand tu as parlé des enjeux de Little Big Connection, il y avait un sujet autour de l'impact de la RSE. C'est quoi les engagements de Little Big Connection aujourd'hui sur les sujets du climat, de l'environnement, de la responsabilité, de la diversité également dans l'entreprise ? Chez Little Big Connection, donc on a décidé d'engager une transformation depuis l'année dernière. Néanmoins, je vais faire un petit aparté. Je m'occupe en fait des sujets de développement durable pour Mantoux depuis 4-5 ans maintenant. Et on a mis en place donc, des actions structurantes au niveau de Mantoux avec des ambitions fortes à horizon 2025. Et ces actions-là, elles interviennent. Little Big Connection, en fait, c'est greffé aussi à ces actions pour ajouter des objectifs additionnels et complémentaires à ceux-ci. Donc, je me permets simplement au niveau de Mantoux de décliner nos grands objectifs, puis je passerai ensuite à Little Big Connection. Donc, à ce niveau-là, à horizon 2025, nos objectifs pour Little Big Connection, pour Mantoux, c'est d'avoir engagé un plan de décarbonation solide. On vise une réduction de nos émissions de 42% d'ici 2030 et un objectif de réduction de 90% de nos émissions à horizon 2050, selon les directives du Science Based Targets Initiative, qui est le standard que beaucoup d'entreprises commencent à suivre aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément, la réduction de nos émissions. Le deuxième élément, c'est le fait de ne pas s'arrêter uniquement à une transformation interne, mais avant tout de transformer notre offre pour accompagner nos clients dans une transformation de leur système, de leur modèle, pour y intégrer les enjeux liés à la transition énergétique. Le troisième élément, c'est la formation de nos équipes. C'est marrant parce que j'ai vu la fresque ici. Et oui, Alec Concy a fait la fresque du climat il y a quelques semaines. En arrivant, et donc c'est quelque chose aussi que nous, on a déployé. Donc on a pour ambition de former un quart de tous les effectifs de Mantoux sur la fresque du climat d'ici à 2025. Et sur Little Big Connection, on a formé 100% de nos équipes cette année. Enfin, le quatrième point, c'est lié donc au sujet de diversité et inclusion. On veut augmenter la diversité et inclusion, et notamment au niveau du top management, au niveau de la gouvernance de Mantoux. Donc on vise 40% de femmes dans le comité de direction, comité exécutif et les directeurs, toute population confondue, de Mantoux à horizon 2025. Et on a également fixé des indicateurs liés à la diversité culturelle pour s'assurer qu'on a dans les bureaux en dehors de la France une diversité culturelle forte dans les instances de direction. Et sur justement les émissions de CO2, Mantoux est un groupe de conseil, donc où est-ce que vous allez chercher les potentielles économies ou en tout cas réduction de CO2, puisqu'il n'y a pas d'activité industrielle en tant que telle, peut-être qu'on peut l'imaginer. Alors il n'y a pas d'activité industrielle en tant que telle, néanmoins on a quand même un bilan carbone qui est quand même fait chaque année et qui est composé de plusieurs choses. On a des émissions qu'on considère être des émissions donc directes avec ce qu'on mesure dans notre scope 1, notre scope 2, puis après on a des émissions indirectes qui sont liées donc à notre scope 3 et qui là sont plus importantes effectivement et qui sont plutôt liées à des activités de commuting, donc des personnes qui viennent au bureau, donc la mobilité en fait des personnes chez nous qui se déplacent pour venir au bureau. Donc
On a des actions qu'on mène pour tous nos scopes, scope 1, 2, 3. Dans notre scope direct, il va y avoir aussi le fait d'avoir nos bureaux avec la consommation d'électricité, d'énergie. Et finalement, le fait de faire un choix d'un bureau qui corresponde à des normes élevées en termes d'éco-responsabilité, ça a un impact fort en fait sur notre bilan carbone. Il n'y a finalement pas de petite économie, il n'y a pas de sujet anecdotique. Il y a aussi la question des voyages qui représente quelque chose aussi quand même assez important dans notre empreinte carbone, donc sur lequel on a mis en place une politique pour essayer de prendre le train avant tout, essayer de les limiter, etc. 19 degrés et col roulé, donc chez Little Big Connection pour l'hiver. J'en suis la preuve. Et sur la partie client, justement, comment impacter les clients sur ces sujets-là? Est-ce que également eux sont demandeurs dans Absolument. le choix des partenaires d'avoir des engagements portés vers l'environnement et le climat? Absolument. Et donc là, effectivement, c'est là où je vais faire le lien avec Little Big Connection. Alors, au sein de Mantoux, on n'a évidemment pas que Little Big Connection et les autres marques se sont aussi mises à transformer leur activité. Mais plus particulièrement, donc, au sein de Little Big Connection, ce qu'on a, c'est quand même qu'on a une force qui est assez incroyable, assez puissante, entre d'un côté énormément de grands groupes et de l'autre côté une vaste communauté de talents. Quand on a 60 000 missions en cours, on se dit que pour 250 clients, on se dit qu'a priori, si on veut aider nos clients à engager une vraie transformation sur ces sujets-là, c'est plus facile pour nous de le faire que pour d'autres acteurs. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'on a recruté quelqu'un de spécialisé sur ces sujets, Jonas Guyot, qui est arrivé en tant que directeur Sustainability l'année dernière, et qui a construit une communauté d'experts liés au développement durable, et avec lesquels on va connecter nos clients pour les aider à enclencher cette transformation. Bien souvent, les clients sont très demandeurs d'être accompagnés, mais ils ne savent pas du tout par quoi commencer, par qui être accompagnés, quelle démarche prioriser. Et donc, c'est ce sur quoi nous, on va les aider. Demain, présidente de la République, quelle serait ta première mesure en faveur du climat et de l'environnement? Quelle question. Alors, probablement qu'une des difficultés, un des écueils qu'il y a pu y avoir avec les gouvernements qui a été nommé, c'est quand même que les personnes qui ont été nommées n'avaient pas forcément de formation en la matière. Donc, je pense que ma première mesure, ce serait de me dire que je ne suis pas scientifique, je n'ai pas a priori écrit le GIEC. Donc, j'irais probablement me tourner vers des personnes qui sont extrêmement compétentes en la matière. Et je pense qu'on en voit beaucoup qui prennent la parole sur ces sujets, que ce soit évidemment Jean-Marc Jancovici ou plein d'autres. Et je composerais probablement un groupe avec des experts pour réfléchir de façon scientifique et solide sur ces sujets. Jean-Marc Jancovici, il y a déjà un certain nombre de propositions à travers sa BD Le Monde sans fin. On y retrouve plusieurs propositions, préconisations. Donc ça ne demande qu'à être repris en tout cas ou exécuté. Effectivement, puis il y a eu aussi le Shift Project qui a écrit un Exactement. livre avec une synthèse des recommandations que le Shift Project pourrait faire pour des décideurs qui donne un bon plan d'action sur le sujet. Handicap et freelance, c'est compatible? Absolument. Alors c'est un autre point sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, c'est de se dire en fait c'est pas uniquement engager en fait une transformation sociale et environnementale, c'est pas uniquement connecter nos clients avec un réseau d'experts en la matière, mais c'est aussi dans la typologie des personnes qui vont répondre à nos appels d'offres d'essayer de mettre en avant des personnes qui peuvent être issues, qui peuvent être en situation de handicap. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont envie de favoriser l'inclusion au sein de leur entreprise, mais qui ont un peu du mal à voir comment le faire, et notamment à identifier qui est en situation de handicap ou pas. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est qu'on a mis en place un tag, une catégorie dans la plateforme qui permet à nos clients qui ont envie de travailler justement avec des personnes en situation de handicap, de pouvoir les identifier plus facilement et de pouvoir privilégier ces personnes-là avant les autres. Ça, c'est une super idée, effectivement. Au moins, ça permet non, mais c'est vrai, d'avoir un accès direct et puis de favoriser, encore une fois, l'inclusion dans les organisations. Il y a un sujet aussi que je voulais évoquer, c'est le mécénat de compétences. Est-ce que c'est quelque chose qui est développé aujourd'hui chez Little Big Connection, ou la relation à des associations qui vont rechercher du temps ou du bénévolat dans les entreprises? Ça, c'est quelque chose que nous, on propose en interne chez nous. Pendant longtemps, on a eu des plateformes en fait, sur lesquelles on avait des associations, proposaient donc à nos équipes de pouvoir faire du volontariat pour ces associations. Donc personnellement, j'ai fait pas mal de volontariat pour certaines associations comme Force Femmes, qui accompagnaient des femmes en situation de réinsertion. Et en fait, on a vu que post-Covid, ça marchait plus tellement, parce qu'en fait, c'était des actions souvent individuelles. Et donc, nos équipes allaient individuellement faire du bénévolat pour une association ou une autre.
Et en réalité, elles avaient plutôt envie de se retrouver et de pouvoir, en même temps qu'elles faisaient du volontariat, du bénévolat pour une association, en faire un événement de cohésion. Donc on a changé le format et ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est qu'on a une initiative qui s'appelle We Care Together et on donne un soutien logistique et financier pour organiser des événements ensemble et pour pouvoir faire du bénévolat en groupe à plusieurs avec qui le souhaite dans les différents bureaux dans lesquels on est. Donc par exemple on a des actions personnes qui vont faire des maraudes, on a des différentes actions un peu partout dans le monde pour soutenir des associations. Et ça pour l'ensemble des collaborateurs de la société. Absolument. Et l'engagement financier, c'est quel niveau aujourd'hui qui est, ça dépend, c'est soit un soutien en fait à ces associations-là, ça peut prendre différentes formes. En fait, on valorise à nouveau ici l'autonomie et l'ownership et c'est les personnes qui ont envie de monter ces événements qui viennent pitcher leur projet et qui lui donnent aussi leur budget et qu'on valide ensuite ou pas. D'accord. Ouais. Constance, sur tes passions au niveau cette fois-ci plus personnel, je crois que tu aimes beaucoup ce qui est lié à l'outdoor pour le coup. Absolument. Voilà, quel sport justement tu pratiques ? Alors j'ai vécu donc 8 ans au Canada, donc naturellement tous les sports d'hiver qui me manquent terriblement en France, même si j'en fais encore un peu. Mais donc au Canada, je faisais beaucoup de ski de fond, de skating, de patin, etc. Je fais aussi beaucoup donc, initialement, je nageais beaucoup, je courais pas mal aussi, j'ai fait plusieurs marathons. Et puis je me suis mise depuis quelques années... En combien de temps j'ai fait le marathon ? Mon dernier... Le meilleur temps. Ouais, mon dernier, c'était il y a 4 ans et c'était 3,20. Pas mal. Mais un jour où j'aurai plus de temps pour m'entraîner, je reste encore un peu sur ma faim, sur le marathon. Et donc je me suis mise au triathlon il y a quelques années. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs demi-Ironman. Je m'étais fixé l'objectif de faire un Ironman cette année, mais finalement je pense que je vais le décaler de quelques années. Mes enfants étant en bas âge, ça demande pas mal de temps de préparation. Oui, parce que c'est combien de temps de préparation un Ironman ? Ça dépend, après il y a différents... Moi évidemment je le fais pas en compétition, donc je le fais pas en tout cas en visant un niveau compétition, mais c'est quand même 180 km de vélo, 42 km de course à pied, donc ça prend un peu de préparation en amont. C'est quoi, c'est 6 mois globalement de préparation un peu intensive ? C'est ça, hein. Et dans les dernières lectures ? Petit roman, livre. Oui, alors je lis beaucoup de livres très différents. J'aime bien me confronter à différentes idées, différents types de livres. Donc je lis beaucoup d'essais de sociologie, d'économie, des sujets aussi liés au développement durable. Mais donc là, le dernier que je suis en train de lire, par contre, c'est un roman et c'est Le Mage du Kremlin qui a eu le prix de l'Académie française l'année dernière, qui offre en fait une perspective assez intéressante, qui nous plonge un peu en Russie et qui, dans le contexte actuel, offre un peu une mise en perspective de la Russie. Un sujet effectivement d'actualité, Little Big Connection est présent en Russie ? Non, on n'est pas présent en Russie. On n'a pas de projet. C'est pas dans les ouvertures 2023. Pas. Ouais, j'imagine. Un conseil, Constance, que tu pourrais donner justement aux dirigeants qui nous écoutent, aux entrepreneurs, pour gérer, tel que tu l'as fait, de l'hypercroissance ? Premier conseil, je dirais quand même de bien s'entourer, d'arriver à aller trouver les personnes. Moi, je dirais qu'un de mes enjeux, ça a été de trouver à la fois les personnes qui avaient le bon niveau de compétences, qui en même temps étaient capables de commencer assez petit parfois, et pour autant qui allaient avoir l'envie et le potentiel pour nous accompagner sur la suite. Donc d'arriver à grandir avec l'entreprise et identifier assez rapidement aussi ceux qui, à contrario, arrivent à la limite de leurs compétences. En France, on parle souvent d'un manque d'ETI par rapport à d'autres pays européens. Little Big Connection, avec 300 personnes, rentre dans les critères d'une ETI, également de par sa taille et son chiffre d'affaires. Quelle est ton opinion sur le sujet, justement, pour favoriser l'essor d'ETI, tel que Little Big Connection a pu l'être, c'est-à-dire de passer de l'étape de start-up créée en 2013 à une ETI en moins de 10 ans ? Alors je pense que c'est quelque chose qui a quand même pas mal changé. L'année dernière, j'ai vu une statistique, il me semble la semaine dernière, qui disait que le nombre d'entreprises créées l'année dernière n'a jamais été aussi important. En nombre de création d'entreprises. En nombre de création d'entreprises en 2022. Après, pour la question du passage, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, notamment la French Tech, il y a quelques années, qui ont permis justement de voir l'essor et la transformation de start-up à scale-up. Donc j'ai un peu le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a probablement un élément qui est assez important et qui, moi, m'a un peu frappée quand je suis revenue d'Amérique du Nord, c'est la façon dont on élève nos enfants, dont on les éduque et la capacité à les pousser, à tester des choses, à se tromper et à leur dire, en fait, c'est pas grave, t'as le droit de te tromper de la même façon que t'as le droit de monter une boîte, qu'elle marche pas. Le droit à l'erreur. Exactement, et de recommencer en fait derrière et d'en apprendre, d'en tirer les leçons, d'apprendre.
Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore fondamentalement dans la façon dont on voit la France, dont on voit l'éducation. On reste encore assez conservateur à ce niveau-là. Et donc, j'espère que c'est quelque chose que, moi, en tout cas, je pourrais inculquer à mes enfants, le fait de tester plein de choses et de se tromper. Un grand merci Constance, pour cet échange, cette interview, naturellement à retrouver donc sur la page des Acteurs de la Transformation hébergée sur le site d'Adéquancy. Et vous pouvez également écouter à nouveau le témoignage de Constance sur l'ensemble des plateformes d'écoute et de podcasts en ligne. Constance, à très bientôt et c'était vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci Anthony. Face à Face Décideur, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ne rater aucune émission, abonnez-vous au podcast Les Acteurs de la Transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous. Face à Face Décideur, une production Adéquancy.